Ce fut lent, mais nous allons avoir un gouvernement. Un accord a été obtenu sur la partie la plus compliquée des négociations. La première. Et à la fin, on a coupé les grands nœuds, on a conclu ce grand accord socio-économique. Les clés. NVA, Voreutz, le CDNV, les engagés et le MR autour de la table. Arnaud Ruyssen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les clés spéciales Arizona. Durant 4 épisodes, dans les clés, on prend le temps de détailler l'accord de gouvernement fédéral et aujourd'hui en particulier la question de l'emploi et de la protection sociale. Le gouvernement de Wever Ier a une ambition prioritaire, on le sait, augmenter le nombre de gens qui travaillent et diminuer le nombre de ceux qui bénéficient d'allocations. Alors on va détailler les mesures et voir ce qu'elles modifient de notre état social. La première, les clés. Je dirais qu'il y a un changement en faveur de ceux qui bossent. Ça, c'est le fil rouge dans l'accord de gouvernement. Ceux qui se lèvent à 6 heures du matin pour bosser, ils vont toujours avoir 500 € en net de plus que quelqu'un qui ne se lève pas. Et ça, c'est vraiment le fil rouge, une ambition partagée par tous les saints. C'était une promesse de campagne de plusieurs partis à la table. C'est devenu le socle de l'accord de gouvernement. Favoriser le travail, mais aussi du coup en parallèle, revoir les aides dont bénéficient ceux qui ne travaillent pas. On va organiser un plafonnement des aides sociales. On ne peut pas cumuler tout de telle sorte que rester à la maison, être inactif est beaucoup plus avantageux que bosser. Voilà pour le slogan. Un peu à l'emporte-pièce, vous en conviendrez. Alors voyons maintenant en détail, dans l'accord de gouvernement, ce que l'Arizona compte mettre en œuvre concrètement. Au départ, un constat chiffré. Aujourd'hui en Belgique, on ne parvient plus à équilibrer le budget de la sécurité sociale. Un budget qui augmente plus vite que la croissance économique et donc, dit le gouvernement, si on veut rééquilibrer le système, il faut plus d'actifs, plus de gens qui travaillent et moins d'allocataires. Le gouvernement veut passer d'un taux d'emploi de 72% à 80% d'ici la fin de la législature. Et l'un des leviers qu'il compte utiliser pour ça, c'est augmenter le différentiel entre le travail et l'inactivité. Alors comment ? Déjà, en relevant certains des salaires les plus bas, mais aussi en plafonnant les aides sociales dont peut bénéficier une famille. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte toutes les aides dont bénéficie une famille, elles seront répertoriées dans un grand registre central. On va tenir compte aussi des revenus mobiliers et immobiliers que pourrait avoir par ailleurs cette famille, pour, au final, calibrer une aide plafonnée qui bénéficiera uniquement à ceux qui en ont vraiment besoin. C'est ce que dit l'accord de gouvernement. Venons-en alors aux allocations de chômage proprement dites. Le principe là, c'est que si un travailleur ou une travailleuse perd son emploi, dans un premier temps, son allocation de remplacement sera plus élevée qu'elle ne le serait aujourd'hui. Mais par contre, cette allocation va décroître plus vite. Et surtout, et ça c'est une rupture par rapport à ce qui prévalait jusqu'ici, ces allocations seront limitées dans le temps à 2 ans, sauf pour les personnes de plus de 55 ans. Le gouvernement veut de la sorte pousser les personnes au chômage à tout faire pour retrouver au plus vite un emploi. Si on adopte finalement des mesures qu'il faut adopter dans les pensions, mais activation des gens, si on limite l'allocation de chômage dans le temps, après 2 ans, une belle partie de ces gens vont se mettre à travail. Ils vont devoir se mettre à travail s'ils sont capables de travailler. Autre levier pour augmenter le nombre d'actifs, c'est aussi de pousser les Belges à travailler plus longtemps. On sait que le recul de l'âge légal de la pension a déjà été décidé par les gouvernements précédents. Mais l'Arizona veut que les gens travaillent effectivement plus longtemps et pour cela va mettre en place un malus pour ceux qui veulent partir à la pension anticipée. Le gouvernement va aussi
revoir le calcul des prestations qui donnent droit à une pension complète. Il faudra à l'avenir démontrer plus de jours de travail effectifs pour y avoir droit. Là encore, l'objectif, c'est que les travailleurs soient actifs le plus longtemps possible et s'ils décident quand même de partir plus tôt, eh bien leur pension sera moindre. Avec, en filigrane de tout cela, un message clair du gouvernement. En Belgique, ce n'est pas l'emploi qui manque. Le préambule du texte explique que notre pays a le taux d'emploi vacant le plus élevé d'Europe. Et il s'agit donc de tout faire en usant de la carotte, mais plus encore du bâton, pour que ces jobs soient occupés. Bonjour Jean Faniel. Bonjour. Sur un air de Brabançonne, on rappelle que vous êtes le directeur général du CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Ce qu'on vient d'entendre là, le détail de quelques-unes des mesures phares de cet accord de gouvernement, est-ce que vous diriez, vous, que c'est un changement de paradigme pour notre État social, pour notre conception même de la protection sociale en Belgique ? Non, je ne crois pas que ce soit un changement de paradigme. Je pense que c'est une étape de plus dans un paradigme qui a changé depuis déjà pas mal de temps. Si on se replace à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où on rassemble toute une série d'assurances sociales dans ce qu'on appelle la sécurité sociale, c'est clair qu'on est dans une philosophie qui est en gros, 3 parties doivent y mettre chacune du sien. C'est-à-dire qu'on a les entreprises qui doivent créer des emplois, qui doivent proposer des emplois salariés. On a les travailleurs qui doivent, eux, accepter de travailler. Chacun a sa fonction là-dedans. Et on a l'État, entre les deux, qui doit à la fois lui-même créer de l'emploi, les emplois publics, dans la fonction publique ou dans les services publics plus largement, et qui a aussi une fonction d'entremetteur, si j'ose dire, pour faire en sorte que l'offre et la demande d'emploi s'ajustent au mieux. Ce qu'on a vu avec les années 80 et puis surtout les années 1990, c'est un glissement vers ce qu'on a appelé, en Belgique en particulier, à la fin des années 90, l'État social actif. Et là, on a bien vu le changement de paradigme qui, en gros, a décentré la responsabilité, non plus sur ces 3 acteurs de manière un peu identique ou symétrique, mais vraiment sur le travailleur en tant qu'individu même. Et donc, avec ces notions que l'on a vu apparaître, notamment d'employabilité, par exemple. Donc ce n'est plus tellement la question de est-ce qu'il y a assez d'emplois qui a commencé à primer, c'est plutôt devenu la question, est-ce que la personne a les qualifications requises, est-ce qu'elle est suffisamment formée, est-ce qu'elle est suffisamment à la recherche active pour rechercher un emploi. Et donc on est vraiment passé sur cette responsabilité individuelle finalement, cependant que l'État désinvestissait aussi en termes d'emploi, puisqu'on comprimait, ou on tentait de comprimer l'emploi public parallèlement. On a vu aussi toute une série d'aides aux entreprises qui ont été de plus en plus mises en œuvre pour réduire les cotisations de sécurité sociale, avec l'espoir que ça suscite des engagements. Et ces aides, elles n'ont cessé de s'accroître. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, quand on compare les salaires comme on le fait à la France, à l'Allemagne et aux Pays-Bas, on ne prend pas en considération ces subsides salariaux, comme on les appelle en général, alors qu'ils sont infiniment plus élevés en Belgique qu'ailleurs. Donc c'est un peu tout cela qui est à l'œuvre déjà depuis pas mal de temps. Mais ici, c'est vrai qu'on va vraiment plusieurs crans plus loin, et il faut les détailler évidemment mesure par mesure en quelque sorte. Oui, alors on ne va pas pouvoir détailler toutes les mesures de cet accord de gouvernement, mais quand même Jean Faniel, par rapport à ce que vous nous avez dit là, le fait par exemple que maintenant on limite dans le temps les allocations de chômage, c'est à la fois une mesure symbolique. On n'avait jusqu'ici jamais été jusque-là. C'est une mesure aussi très concrète pour les personnes qui vont se retrouver dans cette situation-là. Ça, est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de basculement vers l'idée qu'à un moment donné, la protection sociale, en tout cas en termes de chômage, elle ne sera pas toujours là, il y a un moment où ça s'arrête ?
Si, exactement. Ça fait partie de vraiment des changements. Donc on va plus loin parce qu'en fait, c'est un peu l'aboutissement d'une dynamique qui était déjà à l'œuvre. Si vous regardez tous les gouvernements, depuis au moins les premiers gouvernements Martens à la fin des années 70, ont plutôt eu tendance à réduire l'accès aux allocations de chômage, à exclure plus facilement et à réduire les montants de prestations. Et quand on regarde de manière comparée aux États-Unis, ailleurs en Europe occidentale, c'est une tendance que l'on voit ailleurs aussi. Ces trois aspects, plus difficiles de rentrer, on sort plus vite et on reçoit moins. Et on est aussi ici sur quelque chose qui va un cran plus loin dans ce sens qu'il y avait un aspect fort et propre à la Belgique, c'est ce caractère illimité dans le temps. Et là, on dit, on arrête. On arrête au bout de 2 ans, a-t-on beaucoup entendu dire. Quand on regarde dans le texte de l'accord, en fait, c'est même plus fin que cela. Pour avoir accès à ces 2 ans, il faut être déjà dans toute une série de conditions. Il faut déjà avoir travaillé, en fait, longtemps. L'accord évoque 5 ans pour pouvoir avoir ce maximum de 2 ans. Bon, il faut quand même noter, Jean Faniel, et le gouvernement le rappelle lui aussi, que les personnes qui se retrouveraient en fin de droit pour les allocations de chômage ne vont pas basculer dans un trou noir où elles n'auraient plus rien. Il y a quand même encore un filet de protection sociale qui est là, notamment au travers des CPS, du revenu d'intégration sociale. Ça, l'État, pour le moment, le maintient. Oui, il le maintient. Mais les études montrent déjà qu'en réalité, entre les personnes qui sortent du chômage et les personnes qui arrivent au CPS, il y a toute une série de situations. Il y a des gens qui retrouvent de l'emploi. Et là, évidemment, il faut s'arrêter un instant et se rappeler que la protection contre le chômage, elle vise surtout à ce que vous ne deviez pas, en tant que salarié, prendre n'importe quoi, prendre n'importe quel emploi avec de mauvaises conditions de travail, avec une rémunération qui serait moindre, etc. Donc, moins de protection en matière de chômage, ça veut dire qu'on va être plus contraint, vous parliez de bâton dans le récit, on va être plus contraint d'accepter un boulot plus rapidement. Là, on peut se dire, oui, mais 2 ans, c'est déjà pas mal. Alors, une fois qu'on a quitté ces allocations de chômage, qu'on a perdu ces allocations de chômage, il y a des gens qui retrouvent du boulot. À quelles conditions? Voilà, la question est posée. Il y a des gens qui disparaissent. Simplement. Et donc, quand vous parliez de trous noirs, dans la littérature, en général, on parle plutôt de Sherwoodisation, c'est-à-dire dans la forêt de Sherwood, dans Robin des Bois, les gens se retrouvent dans la nature, on ne sait pas vraiment où ils sont. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas aller demander le revenu d'intégration sociale. Une fois qu'ils perdent leur droit au chômage, en fait, on les voit presque disparaître du système. Ils disparaissent des radars, effectivement. Et puis, il y a ceux qui arrivent au CPS. Alors, ils n'ont pas toujours droit. Et donc, éventuellement, c'est pour ça qu'ils sortent des radars. Parce qu'on leur dit, mais non, vous n'êtes pas dans les conditions pour avoir accès au CPS. En ce qui concerne le CPS, là aussi, il y a quand même certaines réformes qui ont été menées, notamment depuis 2001, qui sont encore un peu renforcées ici, avec une contractualisation, une forme d'individualisation, c'est ce qu'on appelle les PIS, P-I-I-S, dans le jargon de la législation CPS. Et là, on va renforcer cet aspect. Et puis, il y a quand même des mesures en matière de CPS qui sont, je trouve, intrigantes, parce qu'on n'en sait pas encore tout à fait les contours ici, c'est que les CPS seront davantage aidés, seront davantage contrôlés aussi par l'autorité fédérale en fonction de leur capacité à remettre les gens à l'emploi. Et ça, on sait évidemment qu'avec des contextes régionaux qui sont très différents, Flandre d'une part, Bruxelles et Wallonie d'autre part, ça pourrait avoir des impacts extrêmement différenciés sur les CPS, donc sur les finances communales. Alors justement, encore un tout petit mot là-dessus, Jean Faniel, je regardais les taux d'emploi vacants, puisque c'est un des éléments mis en avant par le gouvernement, en disant, en gros, il y a de l'emploi, donc on veut vous pousser à aller occuper ces emplois. Ça, c'est affiché par le gouvernement. Quand on regarde où sont les emplois vacants en Belgique, je voyais un rapport tout récent qui date de décembre dernier qui montre que les 2/3 des emplois vacants aujourd'hui, ils sont en Flandre. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un problème dans le futur avec le fait que si on pousse les gens à l'emploi, mais qu'il y a des régions où il y a plus d'emplois et d'autres où il y en a moins, on risque d'avoir des situations très différenciées et peut-être problématiques pour des régions comme la Wallonie et Bruxelles. Oui, on peut se dire qu'on va aller vers des migrations, en quelque sorte, à l'intérieur du pays, comme ça se faisait au 19e siècle, dans l'autre sens, avec des Flamands qui venaient vers la Wallonie. Ce qui n'est pas forcément un problème en soi, que des francophones aillent occuper des boulots en Flandre ou inversement. Non, pas nécessairement, mais ça pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus contraint encore. Parce que dans l'accord de gouvernement,
gouvernement, par exemple, figure l'engagement que les règles en matière d'emploi convenable soient désormais régies par les régions. Jusqu'ici, c'est l'autorité fédérale qui détermine ce qu'est un emploi convenable et donc aussi ce qu'il n'est pas. Combien d'heures vous devez être au minimum chez vous, ou bien quelle est la distance maximale que vous devez parcourir pour qu'on considère que ce soit un emploi convenable. Ça va être régionalisé. Et donc on peut se dire que peut-être la Wallonie va être tentée d'avoir une définition plus large, plus souple de ce qu'est un emploi convenable en disant allez en Flandre, il y en a. Et puis sur la question des pénuries, il y a aussi toute la question de comment on calcule les emplois vacants. Et là, pas mal d'études expliquent que en réalité, ce qu'on définit comme un emploi vacant a tendance plutôt à surestimer le phénomène plutôt qu'à le représenter fidèlement. Bon, mais voilà déjà toute une série de points d'attention et de points d'interrogation par rapport à ces mesures en matière de marché du travail. Il y a un autre aspect sur lequel on insiste aussi beaucoup dans ce chapitre marché du travail de l'accord de gouvernement, c'est le sort des malades de longue durée. Alors on va détailler un petit peu les mesures qui sont prévues là-dedans avec Sarah Pousset et on les commente ensuite. Dans l'accord de gouvernement, l'accompagnement et la réinsertion des malades de longue durée est pointé comme l'un des chantiers les plus importants de la législature et la stratégie du gouvernement passe par 2 axes principaux, une plus grande coordination entre les différents acteurs et une responsabilisation de chacun d'entre eux. Un jour, j'ai dit, ou bien il y a la responsabilisation pour tout le monde, ou bien il n'y a pas de responsabilisation pour personne. Et moi, je préfère une société où il y a solidarité et responsabilité pour tout le monde, y compris les employeurs. Commençons par les médecins traitants. Ils serviront de coordinateurs et devront publier les certificats d'incapacité de travail sur la plateforme Trio qui est en création actuellement. Ainsi, les médecins conseils et du travail auront accès à toutes les données du patient déjà après 1 mois d'incapacité de travail pour pouvoir prendre des mesures plus rapidement. Le gouvernement demande aussi aux médecins traitants de penser le certificat médical comme un certificat d'aptitude. Il devra donc définir les tâches que le travailleur malade peut encore effectuer pendant sa période de maladie, ce qui aidera notamment dans son trajet de réinsertion. Concernant la réinsertion, justement, les employeurs sont encouragés à penser plus rapidement un processus de réintégration pour les employés malades et d'y inclure la possibilité de travailler dans une autre entreprise. Au lieu d'attendre 3 mois, comme c'est le cas actuellement, un employeur pourra contacter un travailleur malade dès son premier jour d'absence pour parler de son avenir, moyennant l'accord de l'employé. Et puis à la fin de ce parcours de réintégration, si le travailleur est inapte à reprendre le travail dans l'entreprise, eh bien l'employeur pourra plus rapidement récupérer son contrat, c'est-à-dire licencier l'employé pour raison médicale après 6 mois au lieu de 9. Enfin, le gouvernement a choisi de faire payer aux employeurs 30% du salaire de l'employé malade pour les 2e et 3e mois d'incapacité, alors que jusqu'à présent, après 1 mois d'incapacité, eh bien c'était l'INAMI via les mutuelles qui prenait le travailleur entièrement à sa charge, une façon de responsabiliser les entreprises dans le retour au travail de leurs employés. Voilà pour un chapitre important aussi de cet accord de gouvernement. Bonjour Vanessa de Greef. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en droit social à l'ULB. Vous enseignez le droit du travail, le droit du bien-être au travail aussi. J'imagine que vous avez analysé de près cet accord de gouvernement. On notera que cette question des malades de longue durée, elle n'est pas dans le volet santé de l'accord de gouvernement, mais dans le volet marché du travail. Donc on voit bien qu'il y a là aussi un enjeu important de remise à l'emploi de ces personnes. Près de 500 000 aujourd'hui concernés par des maladies longue durée. Quelle est l'évaluation que vous faites de cet accord et de cette idée de mettre maintenant tout le monde autour de la table avec de la responsabilisation pour prendre le phénomène à bras-le-corps ? Alors, elle n'est pas totalement neuve, cette idée. Donc, c'est vrai on voit qu'il y a différents acteurs qui doivent intervenir. L'état social actif peut, en fait, se concrétiser de différentes façons. On peut avoir des formes d'état social actif très contraignants, avec des contrats à respecter. Si on ne respecte pas le contenu, eh bien, on est pénalisé, donc on perd son indemnité. Et puis, on a des formes, je dirais, plus douces d'activation, où c'était l'idée, en tout cas, à la base, dans l'assurance indemnité, où là, il n'y avait pas du tout
En fait, tout était volontaire. Et puis, il y a quelques années, on a introduit quand même, donc il y a 10 ans, un phénomène de contractualisation par rapport à un plan de réintégration. Mais il n'y avait pas de sanctions prévues si on ne le respectait pas. Donc, c'est pour ça qu'elle était aussi plus douce. Et là, on arrive maintenant à votre question. C'est ici, qu'est-ce qu'on peut voir de cet accord par rapport à l'évolution globale? C'est qu'on reste quand même dans une continuité par rapport aux dernières années. C'était Van den Broek qui était là avant, c'est Van den Broek qui est là de nouveau maintenant. Et donc, on voit qu'il y a en effet une responsabilisation des différents acteurs avec un degré qui devient un peu plus contraignant. Ça doit être, à mon avis, la marque de ce nouveau gouvernement, quand même un peu plus contraignant pour l'assuré social. On pourra le détailler. Mais on a aussi tous les autres acteurs qui sont pris en compte, à savoir donc les services régionaux de l'emploi, les mutualités, les médecins du travail et les médecins traitants. Et donc, tous ces acteurs-là, en fait, sont activés. Donc, ce n'est pas qu'une activation qui repose sur les seules épaules de l'assuré. Et ils vont tous devoir participer au système. Alors, la question, ça va être de savoir quel système, évidemment. Et là, il va falloir regarder vraiment de très près quel type d'emploi est proposé aux personnes qui recherchent un emploi, parce qu'il y en a plein qui recherchent un emploi. Donc c'est vrai qu'en Belgique, on a un gros souci. On a un écart plus important que dans d'autres pays européens par rapport à des personnes qui ont une incapacité, qui rencontrent ce risque social. Eh bien, elles ne se voient pas proposer aussi facilement que dans d'autres pays un emploi. Donc on a un vrai souci par rapport à elles. Et donc il faut l'envisager sur pas comment les protéger simplement et ne pas leur proposer quelque chose, mais comment leur proposer quelque chose qui est convenable par rapport à leur situation professionnelle et à leurs espoirs. Et à ce niveau-là, Vanessa de Greef se demande si les incitants qui doivent pousser les employeurs à trouver des solutions pour pouvoir permettre à leurs employés en maladie de revenir au travail avec des dispositions vraiment adaptées seront réellement suffisants. D'autres pays, en effet, vont encore beaucoup plus loin que ce qui est dans l'accord de gouvernement pour responsabiliser financièrement les entreprises et les inciter à trouver des solutions réellement créatives pour réaccueillir leurs travailleurs malades de longue durée. Reste une question alors encore. Est-ce que la possibilité d'un C4 médical au bout de 6 mois au lieu de 9 mois jusqu'ici ne va pas fragiliser le travailleur? Est-ce que ça ne facilite pas la possibilité pour un employeur de se séparer d'un travailleur en maladie plutôt que de trouver des solutions? Alors là, je ne pense pas que ce soit ça vraiment l'enjeu. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, en fait, employeurs et travailleurs arrivaient parfois à se mettre d'accord sur leur rupture de commun accord. Et c'est le côté un peu tragique, c'est qu'en fait, ces acteurs-là arrivaient à se mettre d'accord pour se séparer, mais n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour retrouver un travail adapté aux travailleurs. Et donc le dernier point, 9 mois, 6 mois, c'est plutôt une demande des services de prévention et de protection au travail, qui estimaient qu'en fait, quand la relation n'était plus possible entre les deux parties, attendre 9 mois, c'était trop. Moi, mon avis par rapport à ça, c'était qu'en fait, si on attend 6 mois ou 9 mois pour que les parties trouvent une solution entre elles sans aucun autre incitant, je ne pense pas que ça va tomber du ciel. Donc il faut que des acteurs, en effet, soient poussés à réfléchir, et à mon avis, ça doit se jouer dans la concertation sociale, sur la façon d'adapter le travail concrètement dans chaque entreprise. Alors, question justement là-dessus, c'est sur la prévention, parce qu'ici, on pointe beaucoup ce qu'on fait quand, à un moment donné, il y a une personne qui est en maladie longue durée, qui doit revenir au travail, et c'est l'enjeu évidemment de ce point spécifique de l'accord. Est-ce que vous avez vu, vous, des éléments qui poussent à réfléchir aussi aux raisons qui font qu'aujourd'hui, on a 500 000 personnes qui sont en maladie longue durée? On sait qu'il y a notamment les fameux troubles musculo-squelettiques, plutôt pour des personnes qui ont des métiers manuels, mais il y a aussi énormément de troubles psychosociaux, les burn-out, évidemment, les enjeux de dépression, etc. Est-ce que là-dessus, vous discernez dans cet accord de gouvernement des éléments pour que, avant même que ça ne devienne un problème de maladie longue durée, on prenne en compte ces phénomènes-là? Alors, c'est évidemment une intéressante question qui nous mobilise beaucoup en tant que chercheurs. Il y a différentes causes qu'on connaît bien par rapport aux 2 grandes causes que vous avez indiquées, donc troubles musculo-squelettiques et troubles de santé mentale. Donc, on sait qu'il y a, de manière générale, un vieillissement de la population, que les femmes sont arrivées sur le marché du travail, même si elles sont encore trop peu présentes à mon goût dans la façon dont on les prend en compte, elles, par rapport à l'incapacité de travail, parce qu'en fait, elles sont des grandes victimes de cette incapacité. Donc là, il y a quelque chose à penser. Par rapport aux autres causes et à la façon dont l'accord les prend en compte, non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment
la question que vous soulevez en fait va permettre de faire des liens avec les autres portefeuilles, à savoir qu'est-ce qui va être fait pour un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. L'accord insiste dessus et dit qu'il va y penser notamment par rapport au télétravail dans le train, mais en même temps le dimanche on peut travailler, donc là il n'y aura pas vraiment de protection de ce moment un peu de calme et de repos. Le travail de nuit va être possible, donc là de nouveau ça ne me semble pas garantir vraiment les problèmes de santé mentale qui peuvent être développés davantage quand on travaille la nuit. Et donc il y a en fait malheureusement en termes d'incapacité les choses sont assez bien pensées, si ce n'est quand même que j'ai un peu peur par rapport au fait que le caractère volontaire diminue de plus en plus. Il y a quand même des indemnités, des sanctions qui ont été rajoutées, je pense, au finish malheureusement dans cet accord. C'est vraiment dommage sur le message qui est envoyé. Et alors, le dernier point peut-être à soulever, c'est qu'on voit des mécanismes de prévention qui sont mentionnés. Donc il est marqué qu'il faut travailler au niveau de cette prévention et pas au niveau de la réparation. Mais on le voit qu'au niveau vraiment de cette partie-là. Et donc il faut vraiment beaucoup plus travailler au niveau du bien-être au travail dans les entreprises. Au niveau de la santé mentale, c'est un petit peu le cas. Mais là, on a quand même un gros enjeu pour avancer beaucoup plus en termes de prévention, comme on l'appelle primaire, à savoir avant que l'incapacité en fait donne ses premiers signes. Et là, on mesure que c'est évidemment difficile d'analyser les points de l'accord de gouvernement pris isolément, puisque de nombreux enjeux sont liés, et notamment tout ce qui va être fait sur la flexibilité au travail peut avoir des conséquences, bien sûr, sur les risques en matière de santé, de maladies de longue durée. Mais comptez sur nous pour monitorer régulièrement la mise en œuvre des politiques décidées dans cet accord au fil des 5 ans qui viennent. Voilà, c'était les clés, avec à la réalisation Antoine Duhart, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Dans notre épisode suivant, on parlera de l'important volet migration de cet accord de gouvernement. Rendez-vous sur Ovio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.